Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Peugeot 308 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, lorsqu'on recherche une Peugeot 308 d'occasion, nul doute qu'elle ne se passera pas d'éclat sur la carrosserie. Mais au contraire, il ne doit y avoir aucune rouille. Les éléments de carrosserie sont galvanisés et les ailes avant sont en plastique éternel. Les pare-chocs de la Peugeot 308 sont également considérés comme quasi éternels. En cas d'accident mineur ou de stationnement, selon la tradition française, au bruit, ils ne craquent pas. Très probablement, les fixations des optiques avant et le pare-choc lui-même se briseront. Parmi les moments désagréables, on peut noter des optiques rapidement troubles, des ampoules grillées fréquemment, et des interrupteurs de porte défectueux. De plus, la Peugeot 308 peut avoir un démarreur défaillant. L'intérieur typiquement français est agréable à regarder. Et au fil des années, la joie ne diminue pas. Même si l'extérieur de la voiture peut paraître fatigué, l'intérieur peut encore paraître presque neuf. Des matériaux de finition de haute qualité sont complétés par une excellente ergonomie et un équipement généreux à un prix sur le marché secondaire, loin d'être le plus élevé parmi ses camarades de classe. Dans notre pays, des berlines équipées d'un moteur essence de 1,6 litres ont été officiellement vendues. Dans la version atmosphérique, il développait 120 chevaux, dans la version turbo-compressée, de 140 à 150 chevaux. Les deux variantes sont nées dans le cadre d'une collaboration entre Peugeot et BMW, ces mêmes groupes motopropulseurs se retrouvent donc également sous le capot des voitures Mini. Hélas, la création conjointe d'ingénieurs d'entreprises allemandes et françaises s'est avérée franchement infructueuse. Déjà dans les premières années de production de la Peugeot 308, les propriétaires de versions équipées d'un moteur de 1,6 litres portant l'indice d'usine EP6 ont commencé à se plaindre en masse qu'après 20 000 à 25 000 km, la voiture perdait son agilité d'antan. La cause de la maladie réside dans la conception infructueuse de la culasse. Ses valves et ses canaux sont trop rapidement envahis par les dépôts. Dans le même temps, pendant longtemps, les revendeurs officiels ont imputé tout le mauvais carburant et ont refusé les réparations sous garantie. Il existe deux façons de redonner vie à l'unité de 1,6 litres. Si la situation n'est pas trop avancée, il suffit alors de parcourir l'unité et de nettoyer les vannes. Dans le pire des cas, il faudra remplacer la culasse, la chaîne, le guide-chaîne et le tendeur. Bien sûr, la chaîne souffre pour une raison. En raison de valves envahies par la végétation, elle doit travailler avec une charge accrue, ce qui entraîne des étirements. N'ajoute pas de vie à la chaîne et le tendeur est faible. Le calage des soupapes s'égare progressivement, ce qui conduit finalement à l'épuisement des pistons. La situation est aggravée par l'ajustement peu fiable du pignon d'entraînement, qui est fixé avec un seul boulon. En tournant le pignon, les pistons et les soupapes se rencontrent. Ainsi, si vous entendez soudainement un léger gazouillis sous le capot, vous ne pouvez plus retarder la vérification du mécanisme de distribution de gaz. À la MI 2010, les mécaniciens Peugeot et BMW se sont rendus compte qu'ils avaient mis sur le marché un produit franchement rudimentaire et ont commencé à travailler sérieusement pour corriger les erreurs. La liste des améliorations s'est avérée si impressionnante qu'il est temps de parler de la création d'une nouvelle unité de puissance. Une nouvelle culasse, un nouveau tendeur, une nouvelle pompe à huile, et un principe de montage différent pour les pignons de distribution ne sont qu'une petite partie des changements apportés. De plus, les ingénieurs ont radicalement repensé le système de gestion moteur. Parallèlement, début 2011, le système de refroidissement a également été amélioré. Jusqu'à présent, sa pompe n'avait parcouru que 50 000 km, et le système lui-même fuyait. De l'antigel s'est échappé par les capteurs de température, inondant simultanément l'unité de commande du moteur. Malheureusement, même les moteurs modifiés ne peuvent pas être qualifiés d'idéaux. Ils ont tendance à consommer du pétrole. Sa consommation de 500 à 600 grammes au 1000 km est considérée comme tout à fait normale par les propriétaires de Peugeot 308. Dans le même temps, les moteurs 1,6 litres restent extrêmement exigeants sur la qualité de l'huile moteur. Il vaut mieux oublier l'intervalle de vidange d'huile tous les 20 000 km recommandé par les Français. Dans nos conditions, il devrait être réduit d'au moins la moitié. Ce n'est que si ces recommandations sont suivies que le moteur Peugeot 308 de 1,6 litres peut supporter jusqu'à 250 000 km. Il n'est pas non plus recommandé d'expérimenter le choix des stations-service. La transmission automatique AL4 n'a pas non plus donné de bons résultats. Des charges accrues sont extrêmement contre-indiquées pour cette transmission. En hiver, vous devriez conduire de manière extrêmement douce, avec une transmission automatique non chauffée. La transmission automatique ne tolère pas les longues bousculades dans les embouteillages pendant la saison chaude. Et si la partie mécanique de la transmission, avec un fonctionnement soigneux, dure jusqu'à 250 000 km, alors les soupapes du corps de soupape et l'électronique de commande ne résisteront pas autant, quelles que soient les conditions.
Souvent, après 70 000 à 80 000 km, la pression réduite du fluide de travail oblige la boîte à passer en mode d'urgence. Il arrive qu'après avoir coupé et remis le contact, la machine automatique recommence à fonctionner normalement. Dans ce cas, vous pouvez pousser un soupir de soulagement et vous limiter à changer l'huile et à reflasher l'unité de commande. Cela devrait aider pendant un moment. Si le redémarrage de la voiture ne vous aide pas, vous ne pouvez pas vous passer de réparation. Compte tenu de la faible durée de vie de la L4 automatique, il existe suffisamment de spécialistes prêts à se charger de sa réparation. Si la transmission automatique démarre simplement lors du changement de vitesse, les efforts de réanimation devraient là encore commencer par une vidange d'huile. Mais généralement, le coupable des chocs est le bloc de soupape hydraulique. Son remplacement est relativement peu coûteux. Une autre chose est que cela peut être nécessaire avant même que la voiture ne franchisse la barre des 100 000 km. En 2011, les Français ont modernisé leur voiture. Sous l'extérieur immaculé se trouvait une nouvelle transmission automatique ES1 à 6 vitesses, avec un convertisseur de couple ZF. Et cette transmission ne peut pas être qualifiée d'idéale, mais la pratique montre qu'elle pose encore beaucoup moins de problèmes. Ceux qui ne veulent pas de maux de tête supplémentaires devraient regarder de plus près la Peugeot 308 à transmission manuelle. Les plaintes à son encontre se résument au fait que la tringlerie du levier se dessert après un kilométrage de 100 à 120 000 km. La réparation de ce défaut ne peut pas être qualifiée de coûteuse. Mais les synchroniseurs qui tombent en panne rapidement sont la faute des propriétaires eux-mêmes. Tous ceux qui préfèrent un style de conduite agressif avec des changements de vitesse rapides doivent faire face à ce problème. La suspension de la Peugeot 308 est traditionnelle pour les voitures de golf, jambes de force McPherson à l'avant et poutre de torsion à l'arrière. Il n'y a aucune plainte concernant ce dernier. Sauf qu'après 150 000 km, les blocs silencieux devront être remplacés. Il y a incomparablement plus de problèmes avec la suspension avant. Les jambes de force stabilisatrices abandonnent après 30 000 km. Un bruit de cognement caractéristique indiquera qu'ils doivent être remplacés. Avec un kilométrage de 90 000 km, les roulements de roues et de support, les rotules et les amortisseurs devront être remplacés. Les disques de frein peuvent supporter les mêmes 90 000 km. Étonnamment, le système de freinage et la direction se sont avérés être presque les systèmes les plus puissants de la Peugeot 308. Et sans les faibles groupes motopropulseurs, la berline française se serait probablement vendue en quantité beaucoup plus importante sur notre marché. En 2011, les Français avaient sérieusement amélioré la voiture, mais la réputation de la Peugeot 308 était tellement endommagée que pratiquement personne n'était prêt à tenter son achat. Si nous parlons du marché secondaire, vous pouvez alors prendre le risque de devenir propriétaire d'une version restylée de la berline. Surtout si l'on considère que les vendeurs, ayant entendu parler de nombreux problèmes, ne cherchent pas à choquer les acheteurs potentiels avec un prix antidémocratique. L'essentiel lors de l'achat est de ne pas économiser d'argent pour un diagnostic approfondi de tous les composants et assemblages. Sinon, la Peugeot 308 pourrait vraiment décourager quiconque de s'impliquer durablement dans l'industrie automobile française. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.